Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je vais commencer du coup la présentation de mon mémoire. Donc, je vais me présenter tout d'abord. Rémi Larec, je suis actuel assistant de gestion depuis 2021 au sein de la société de gestion Indepa, mais avant, je travaillais chez Deloitte sur des problématiques de gestion des risques de marché et de valorisation de produits dérivés. Et j'ai effectué mon mémoire que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui sur la modélisation du risque de contrepartie qui va se quantifier par une grandeur qu'on appelle la CVA. Ce risque de contrepartie, il a toujours existé. Et en fait, quand une banque ou une compagnie d'assurance va, euh, euh, va contracter un produit dérivé, ce sera pour deux objectifs principaux. Le premier objectif sera soit pour se couvrir contre un risque de marché, ou soit pour s'y exposer davantage. Mais dans les deux cas, elle va signer un contrat dérivé avec une contrepartie, et en signant ce contrat, elle va voir émerger dans son bilan un risque de contrepartie, un risque de défaut finalement de la contrepartie sur ce produit dérivé. Donc elle sera couverte contre le premier risque, mais exposée à un nouveau risque qu'elle n'avait pas initialement. Et c'est ce risque de défaut sur les produits dérivés que j'ai étudié dans mon mémoire et que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors ce risque, il a donc toujours existé, mais il n'était pas sujet à des besoins de fonds propres avant la crise de 2007. Puis après la crise, on a mis en place la réglementation BAL 3 qui est rentrée en vigueur en 2010, puis Solvabilité 2 en 2016, dans laquelle il y avait un sous-module spécifique au risque de contrepartie sur les dérivés. Donc maintenant, ces produits-là, enfin ce risque-là était sujet à des besoins en fonds propres, et il est quantifié par une valeur qu'on appelle la Credit Value Adjustment, qui est plus connue sous le trigramme CVA, et qui correspond à l'écart de prix entre le prix du dérivé en univers risque neutre et le prix du dérivé en univers risque réel, mais risque réel euh, au sens où on prend en compte uniquement le risque de défaut de la contrepartie. On ne va pas prendre en compte d'autres risques de marché. Et donc ce prix-là, il n'est pas forcément connu. Ah oui, j'en précise juste ma présentation qui va se dérouler selon trois parties. Une première partie où je vous présente le risque de contrepartie, que j'ai commencé un peu à faire. Une deuxième sur les méthodes d'évaluation de ce risque de contrepartie en banque et en assurance. On aura deux méthodes réglementaires, une côté BAL 3, une côté Solvabilité 2, et puis deux méthodes avancées qu'on peut utiliser aussi et qui sont utilisées plutôt pour les banques pour BAL 3. Et enfin, une troisième partie sur les résultats et analyses que j'ai obtenus sur les produits dérivés sur lesquels j'ai calculé la CA. Et puis on verra à la toute fin comment on peut piloter le SCR marché en transvasant du SCR finalement marché vers du SCR contrepartie, qui est un peu moins coûteux. Donc sur cette première partie de la présentation du risque de contrepartie, j'ai commencé à vous, à vous parler, donc c'était la différence, que la CELA était la différence entre le prix en univers risque neutre et le prix en univers risque réel avec uniquement la composante crédit. Ce prix en univers risque réel, il n'est pas connu puisque il va pas être coté sur les marchés. On va du coup devoir le calculer, on va devoir plutôt calculer la CVA directement et qu'on va reformuler comme étant l'espérance des pertes futures actualisées. Donc, quand on le réécrit de façon mathématique, ça va nous faire apparaître donc ce terme d'espérance en univers risque neutre des pertes à venir entre nos deux contreparties. Et c'est aussi donc la somme sur la durée de vie du dérivé, du pourcentage du prix du dérivé qu'on va pouvoir récupérer, qui correspond à un moins le taux de recouvrement. Ici, le, la,
les doubles lettres RR, ça correspond au recovery rate. Donc, 1 moins le taux de recouvrement, ça correspond au pourcentage du dérivé qu'on va perdre. On a ensuite ici un second terme qui va être le ratio des facteurs d'actualisation fois l'espérance du dérivé, du prix du dérivé. Ça va correspondre à peu de choses près au mark to future, c'est-à-dire au prix du dérivé à un instant T futur. Et la troisième grandeur, ça va être les probabilités de défaut. Donc finalement, notre espérance de perte, c'est le pourcentage de notre dérivé le pourcentage de perte sur notre dérivé multiplié par l'espérance du prix de notre dérivé pondéré par les probabilités de défaut. J'explicite ici en dessous toutes les composantes de la formule générale. Mais ce qui va être fait en pratique, c'est souvent, on va simplifier cette formule-là pour en obtenir une formule un peu plus simple. On va premièrement supposer que le taux de recouvrement est constant, ce qui va nous permettre de le sortir du terme d'espérance puis du terme d'intégrale. Donc on va le retrouver ici en bas. Et la deuxième hypothèse qu'on va faire, c'est l'indépendance entre l'exposition et la probabilité de défaut, ou la qualité de crédit de la contrepartie, hein, et ce qui va nous permettre de réécrire ce terme d'espérance et d'enlever la conditionnalité par rapport au temps pour en obtenir ce qu'on appelle l'expected exposure, qui correspond à l'exposition qu'on a au moment du défaut, autrement dit, le prix du dérivé quand la contrepartie fera défaut. En termes d'enjeux pour les compagnies d'assurance, les assureurs peuvent avoir recours à des produits dérivés pour se couvrir, comme je disais en introduction, contre les risques de marché. Et donc j'ai pris comme exemple dans mémoire AXA, qui sur ces 700 milliards environ d'actifs, avait pour un peu plus de 400 milliards de produits dérivés. Et les trois principaux risques qui sont couverts, c'est le risque de taux, le risque de change et le risque action. Et les produits qui sont utilisés par AXA sont généralement des produits standards et assez vanille. On va retrouver des swaps de taux sur la partie taux en majorité, et sur les parties change et action, plutôt des futurs ou des forwards et aussi des options. Donc, dans mon mémoire, j'ai calculé donc, la CVA sur ce qui pourrait intéresser un assureur, c'est-à-dire sur des swaps de taux, sur des futurs et des forwards de taux et de change, et aussi sur des swaps de change. Les méthodes d'évaluation que j'ai utilisées sont les suivantes. On va avoir donc les méthodes réglementaires et les méthodes avancées. En termes de méthodes réglementaires, on a du côté de solvabilité 2 une description qui est faite à l'article 192 du règlement délégué, où le calcul du SCR contrepartie sur ces dérivés va se faire avec une formule fermée et va dépendre de plusieurs facteurs. Donc la qualité de crédit de la contrepartie, en fonction de sa note, on aura une probabilité de défaut qui nous est donnée dans le règlement délégué, dans les annexes. Ça va dépendre aussi du prix du dérivé au moment où on fait notre calcul, de son effet d'atténuation sur le bilan et de si ou pas il a un collatéral. Euh, Côté BAL3, on a une approche standard qui va dépendre des mêmes paramètres que celle de solvabilité 2, mais qui est quand même légèrement différente. La formulation est différente, mais ça reste une formule fermée qui dépend aussi de la probabilité de défaut, du prix du dérivé et de savoir s'il y a un collatéral ou pas. Ce que j'ai surtout développé dans mon mémoire, c'est les approches avancées, où on va avoir la problématique de valoriser notre CVA et plus exactement les trois composantes de notre CVA, à savoir donc le taux de recouvrement, mais qui est une constante, donc ça on peut l'exclure, mais surtout l'exposition future et la probabilité de défaut à différents instants futurs. Donc dans l'approche avancée, on va retrouver la même formule qu'il y avait précédemment, qui était la formule on va dire, écrite de façon continue, avec un signe intégral. Et là, on va retrouver effectivement un signe somme discrétisé pour calculer notre CVA sur chaque pas de temps.
Dans les méthodes avancées que j'ai utilisées, donc les deux composantes que j'avais, c'était, enfin, à calculer, ce sont la probabilité de défaut qu'on va déduire des CDS spread et les expositions futures que j'ai fait de deux façons différentes finalement. La première, c'est en calculant des séries de prix d'options, et la deuxième, c'est en calculant les mark to futures de mon dérivé via des méthodes de Monte-Carlo. Voilà, donc sur la première composante des deux qui sont développées dans ces méthodes avancées, c'est-à-dire la partie probabilité de défaut, on va, enfin, je les ai calculés, et on peut les déduire de façon générale des CDS spread cotés pour notre contrepartie en question. Donc, si sur la contrepartie en question, il existe une courbe de CDS, on vient la récupérer directement par exemple de Bloomberg. De ces spreads CDS, on peut en déduire une probabilité de défaut pour un horizon de temps donné. C'est ce que j'ai mis ici dans cette formule-là. Donc, c'est une probabilité de défaut ici cumulée qui se définit comme étant 1 moins la probabilité de survie. Et la donnée de marché qu'on va récupérer, c'est ici le CDS, qui est généralement coté d'ailleurs en BP, donc il faut faire un peu attention à le diviser par 10 puissance 4. Dans ma seconde méthode avancée que j'utilisais, qui était la méthode de Monte-Carlo, j'ai utilisé un processus, cette fois-ci stochastique, pour diffuser le CDS spread. Et de ce CDS spread diffusé, j'en ai déduit une probabilité défaut en réutilisant la même formule. Donc finalement, la variable aléatoire ici était le spread CDS. Sur les graphiques, ci-dessous, je vous ai tracé pour quelques contreparties type banque et assurance, les spreads CDS en fonction du temps et leur probabilité de défaut implicite. On voit que c'est une probabilité de défaut cumulée, hein. Donc on voit que ça grandit avec le temps, ce qui est plutôt intuitif. Et on arrive à avoir des points sur les parties courtes suffisants, à peu près jusqu'à 9-10 ans. En revanche, sur les parties longues, on a beaucoup moins de points. Le marché des CDS étant beaucoup moins liquide, on a beaucoup moins de points sur notre courbe et de détails pour calculer nos probabilités de défaut. Si je reviens à la première méthode avancée que j'ai utilisée, qui va se baser sur des options, je l'ai faite en utilisant donc, l'objectif ici, c'est d'estimer l'expected exposure de notre terme. Donc on a dans un premier temps, comme je l'expliquais, calculé les probabilités de défaut à partir des spreads CDS. Et maintenant, il nous reste la troisième et dernière composante à déterminer, qui est l'expected exposure. Donc ça, on va l'approximer par une série d'options dont la date d'exercice va être la date de défaut de la contrepartie. Si on retraduit ça, c'est concrètement, si on prend un produit dérivé, typiquement un swap, on va se rendre compte que si on part du principe qu'on est en risque de défaut que lorsque le mark-to-market est positif, donc que lorsque le prix du dérivé est positif, ce qui est assez intuitif, puisque s'il est négatif, finalement, si la contrepartie fait défaut, j'ai implicitement gagné de l'argent. Donc là, quand le prix donc faire cette hypothèse que si le prix du dérivé est positif implique un risque de contrepartie pour moi, est assez légitime. Et donc, ça va revenir à calculer les mark to future de notre espérance de notre swap qui va se définir comme la différence entre, alors là c'est un swap payer to fixe, hein, comme le mark to market de la jambe variable moins le mark to market de la jambe fixe. On peut le réécrire en date de paiement des coupons, puisque la jambe variable va être finalement égale enfin égale au pair, mais d'une façon un peu détournée. On va dire que c'est égal à 1 moins le facteur d'actualisation en date de maturité du dérivé, moins la jambe fixe qui correspond au facteur d'annuité fois le taux fixe, donc le taux de la jambe fixe. Et ceci, on peut le réécrire, ce terme-là, 1 moins DFN, on peut le réécrire en utilisant la relation de parité sur les dérivés comme étant, euh, comme étant quelque chose d'égal à peu près le même facteur d'annuité qu'on avait utilisé pour la jambe fixe, multiplié cette fois-ci par le taux swap forward, qui correspond au taux de la jambe fixe du swap,
qui permettra d'égaliser la valeur de la jambe variable à un instant T futur. Donc c'est la même chose que le taux fixe du swap à l'instant T égale à 0, sauf que quand on se déplace dans le temps, ce taux change puisque mécaniquement les flux à venir ne sont pas les mêmes, et c'est ce qui correspond à notre taux swap forward. Et donc le mark-to-market de notre swap, ici payeur, ça va être la différence finalement de nos deux taux swap, fois un facteur d'annuité. Et quand on le passe à l'espérance et qu'on prend que la partie positive, on se retrouve avec un terme qui est exactement égal à l'expression d'une prime de swaption, dont le strike serait le taux fixe de notre jambe de notre swap initial, et le sous-jacent serait le taux swap forward. Et donc on peut utiliser des modèles type Black-Scholes pour calculer cette prime d'option sans souci. L'avantage premier de cette méthode-là, c'est qu'elle s'applique directement au niveau de la transaction, qu'on a toutes les informations, ou une très grande majorité des informations sur les marchés. Donc on peut récupérer sans souci toutes les données de marché dont on a besoin. C'est des options vanille qui sont assez simples à définir et à valoriser, et que cette approche est quand même plus fine que l'approche réglementaire qui est très conservatrice. L'inconvénient qu'on va avoir, c'est que ça va s'appliquer que sur un petit périmètre de produits. On a vu ici des swaps qui vont devenir des primes de swaption. Pour des forwards ou des futurs, ça deviendra des séries de cap ou de floor si on est sur le taux, ou des séries de call ou de put. Et pour les options, bah, c'est le même prix que eux-mêmes, hein. Mais dès qu'on aura des produits dérivés un peu plus exotiques, un peu plus compliqués, cette méthode-là va demander de l'adaptation au niveau des formules mathématiques, et donc ça va être un peu plus lourd à faire. Donc ça fonctionne assez bien pour des produits vanille assez simples, qui sont finalement une majorité des produits de couverture utilisés par les assureurs ou les banques. Un deuxième inconvénient, mais qui est un peu plus subtil, c'est qu'on ne peut pas avoir de phénomène de netting de la CVA enfin, sur différents produits dérivés qu'on aurait en portefeuille. Par exemple, si on a deux swaps de taux, un swap de taux qui a une CVA positive et l'autre qui a une CVA négative, si c'est sur la même contrepartie, plus exactement sur le même CSA, le crédit de support annexe, qui est finalement l'annexe dont on signe un dérivé qui va spécifier nos conditions de trade. Donc on peut agréger finalement par CSA au sein d'une même contrepartie tous les dérivés. Donc il faut déjà initialement un portefeuille de dérivés assez complexe et assez fourni. Euh, et quand on fait cette agrégation-là, on peut avoir un phénomène de netting qui se passe sur la CVA et finalement ne pas avoir enfin, minimiser notre risque de contrepartie, puisqu'on va pouvoir prendre des CVA négatives. Là, dans le cas des options, c'est pas le cas puisque les primes d'options sont strictement positives. Donc c'est pour ça que c'est limite. En méthode de Monte Carlo, c'est une méthode un peu plus brutale parce que on va, j'allais dire tout simplement recalculer tous les prix de marché à venir de notre dérivé. Donc pour ça, on va générer un certain nombre de données de marché futures, donc de scénarios économiques, à des dates futures qu'on aura choisies au préalable. On peut choisir de raffiner plus ou moins le court terme ou pas. Et pour chacune de ces dates-là, et chacun de ces scénarios, on va reconstituer, à partir des variables aléatoires qu'on a diffusées, notre environnement de marché. Donc, les modèles que j'ai utilisés pour le taux sont pour mes différents facteurs de risque sont les suivants. Sur le taux, c'est un modèle All-White à un facteur, qui est assez traditionnel, qui est un modèle à taux court. Sur le change, j'ai utilisé le modèle de Garman-Collagen, et ensuite sur le crédit, pour diffuser mes spreads et en déduire une probabilité de défaut, j'ai utilisé le modèle de Cox Ingersoll-Ross, qui a la particularité d'avoir ici une racine carrée au niveau de la variable aléatoire. Ici, c'est nécessaire puisque la probabilité de défaut qu'on déduit notre spread CDS, elle est en exponentielle de moins le spread. Donc, si le spread est négatif, on va avoir une probabilité de défaut qui diverge. Donc, il nous faut avoir cette racine carrée au niveau de notre équation de diffusion pour s'assurer qu'on n'a pas une divergence de la probabilité de défaut.
L'avantage premier donc, des méthodes de Monte-Carlo, c'est que ça va s'appliquer à tous les produits de notre portefeuille, que c'est beaucoup plus fin mais un peu plus précis, donc une meilleure optimisation pour nos besoins en fonds propres, et qu'on va avoir ce fameux phénomène de netting par contrepartie si entre guillemets, on est éligible. Les gros inconvénients, c'est les temps de calcul qui sont un peu plus longs, mais encore que ça peut dépendre maintenant de la puissance de calcul d'ordinateur ou du langage utilisé. Mais en revanche, ça dépend de beaucoup de paramètres, de la calibration de ces paramètres-là, et donc aussi de l'expertise financière à avoir pour le faire correctement. Et puis surtout, en fonction des paramètres, on peut avoir des résultats qui changent radicalement. En termes de résultats et analyses, donc j'ai calculé dans mon mémoire la CVA sur plusieurs produits dérivés. Ici, je vais les présenter uniquement sur certains dérivés, donc que sur le taux et le change, hein. C'est les deux risques de marché que j'ai développés, et uniquement sur des. Ici, je vous présente uniquement que les swaps de taux et swaps de change. J'ai fait aussi dans mon mémoire, mais je n'ai pas forcément le temps de le présenter sur des forwards ou sur des options. Mais bon, là, je vous présente sur la partie swap de taux et swap de change, c'est la partie un peu plus intéressante, aussi un peu plus compliquée. Et puis on verra dans un second temps comment on peut piloter le SCR contrepartie. Et pour ça, j'ai pris l'exemple de deux portefeuilles. Vu que j'avais commencé en mars il y a un certain temps, les données de calcul sont faites avec des données du 31/12/2020. Bon, c'est juste une petite précision. Et pour pouvoir comparer le SCR contrepartie avec l'évaluate risque sur la CVA réglementaire côté BAL 3, j'ai mis le SCR contrepartie sur le même niveau de confiance que pour BAL 3, c'est-à-dire 99%, au lieu de 99,5 initialement. Donc les deux swaps de taux que j'ai pris, c'est un premier swap qui est à un prix en dehors, enfin un prix négatif, et un deuxième swap qui a un prix positif. Le premier swap est aussi à une durée relativement courte et payeur taux fixe. Le deuxième swap a une durée un peu plus longue et aussi payeur taux fixe. Donc quand on a ce genre de produit, intuitivement, on voit que puisque le prix ici est négatif, on va avoir un risque de contrepartie qui va être faible, voire nul, et ici un prix de marché qui est positif, donc probablement, et en plus une certaine durée encore à écouler, donc probablement une CVA, enfin une value at risk sur la CVA un peu plus importante. Les résultats que j'ai obtenus pour mes quatre méthodes sont les suivants. À gauche, donc sur le premier swap, et à droite sur le second swap. Ce qu'on voit sur le premier swap, c'est ici donc les trois premières méthodes, c'est des méthodes côté BAL3, donc côté bancaire, et la dernière méthode, c'est côté assurantiel. On voit que le prix de marché de nos dérivés il est négatif. Il a une durée de vie assez courte, et donc il a assez peu de chances, que ce soit en optionnel ou avec des options, ou avec Monte Carlo, excusez-moi, de se retrouver avec un risque de contrepartie à un moment donné. On aura donc des montants de value at risk de CA assez faibles, là où la méthode standard nous fournira toujours une approche très conservatrice euh, et avec une valeur un peu plus importante. Côté SCR contrepartie, on a le fait que dans la formulation du fourni dans le règlement délégué, on va prendre 90% du mark-to-market plus de l'effet atténuateur, puisqu'ici le dérivé est collatéralisé. Et le mark-to-market étant négatif et qu'il est floré à zéro, l'effet atténuateur n'est pas suffisant pour compenser le mark-to-market négatif. On va se retrouver avec un CR contrepartie nul. Et globalement, c'est un problème assez récurrent dans le calcul du SR contrepartie sur ces dérivés, c'est qu'il va être assez peu conservateur finalement, hein. On va retrouver des valeurs très faibles, voire même parfois complètement décorrélées de ce que on pourrait retrouver côté BAL 3. Voilà, on a ici donc voilà, donc sur le second swap, on a un swap qui est plus long, un dérivé qui était initialement dans la monnaie, et donc des valeurs
significativement plus importante que pour le Rolling Swap, hein, c'est ce à quoi on s'attendait, avec des méthodes avancées qui permettent d'optimiser, de réduire par rapport à la méthode des add-ons côté BAT3, de l'ordre de 40 à 60% le montant de fonds propres. Donc, assez intéressant sur ce type de swap. Euh, Là, c'est le résultat que j'ai obtenu sur ces deux swaps-là. J'ai ici tracé ici l'expected exposure en fonction du temps pour la méthode optionnelle et la méthode de Monte-Carlo. Sur la méthode optionnelle, ça nous permet ici de voir un profil assez caractéristique sur le profil d'exposition future de notre dérivé, puisque on se place dans le cas d'un dérivé dont le prix est négatif. Son exposition, du coup, au moment de la valorisation à T0 va être nulle, puisque la prime d'option va être nulle sur l'option sous-jacente à ce produit dérivé. Et on va avoir une première phase ascendante de notre courbe, de notre exposition, qui se traduit par le fait que il reste encore suffisamment de temps pour que les conditions de marché changent et qu'on soit en risque. Donc on va avoir un effet croissant de notre exposition, sachant qu'il nous reste aussi un certain nombre de coupons à distribuer sur ce swap. Là où, arrivé à un certain moment, plus ou moins en moitié deux tiers de la vie du dérivé, on n'a plus assez de flux de trésorerie, de coupons à verser pour que le risque de contrepartie soit significatif par rapport à l'effet temps, hein. Et on va avoir donc un phénomène de décroissance et une exposition qui va tendre à terme vers zéro, puisque en date de maturité, on va dire juste avant la date de maturité, il nous reste encore un coupon, mais juste après, on n'a plus de risque. Donc, on sait qu'à la maturité, on tend vers zéro. Ce qui n'est pas ici le cas sur la méthode optionnelle, puisque si on voulait valoriser une option sous-jacente, on ne pourrait pas, puisque le swap sous-jacent à notre option aurait une durée de vie nulle à la date de maturité. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que on prend la dernière prime calculée et on la divise par deux, puisque ça correspondrait à la moyenne entre cette prime-là et zéro. Côté Monte Carlo, à l'inverse, on a un profil beaucoup plus lisse et beaucoup plus joli, avec en vert ce qu'on appelle l'EPE, donc l'expected positive exposure, donc uniquement les profils d'exposition positive. En bleu, excusez-moi, parce que je ne voyais pas très bien sur mon écran, donc en vert c'est plutôt positif et en bleu ce négatif. Et en rouge, c'est le net des deux, hein, donc c'est le positif moins le négatif, qui on voit qui est globalement dans le domaine du négatif, ce qui est assez cohérent avec le fait que notre swap ait un prix de marché négatif. Et à terme, on converge là aussi vers zéro, avec toujours ce profil, hein, que ce soit le PE ou le NE, qui va être parabolique et qui va croître puis décroître. Excusez-moi. Sur le second swap, on a cette fois-ci un prix qui était dans la monnaie. On va retrouver ce profil concave parabolique avec un point de départ qui cette fois-ci est positif puisque le prix de marché est positif, donc la prime va être positive. Et nos deux phases de diffusion puis d'amortissement qui sont un peu moins visibles côté Monte Carlo. Le swap étant long, c'est pas forcément absurde, mais on voit quand même cette phase-là sur la courbe verte et la courbe bleue, à peu près sur les 4-5 premières années, où on va croître en exposition, on va se stabiliser, puis décroître pour atteindre zéro. On retrouve ici le même profil, qui sont des profils typiques d'exposition pour les swaps de taux. Ici, dans cet exemple-là, j'ai euh, j'ai fait varier les caractéristiques de mon swap juste pour illustrer la sensibilité qu'on aurait au taux fixe du swap. Ce qu'on voit, c'est que quand on fait varier notre taux swap pour qu'il soit très positif, et vu qu'on est payeur taux fixe, ça veut dire que ça va être très pénalisant pour nous. On va se retrouver donc avec un mark-to-market très négatif et une expected exposure à T0 qui est très négative et qui va croître jusqu'à atteindre zéro et quasiment pas d'exposition positive finalement, de possibilités, j'allais dire de scénario, dans le cas où notre exposition serait positive. Si on prend la position inverse, avec cette fois-ci un taux de coupon très négatif, donc quelque part
on recevrait en plus du coupon taux variable un coupon taux fixe, euh, on aurait ici un mark-to-market très positif et une exposition qui serait strictement décroissante et qui convergerait vers zéro. Sur le troisième produit que j'ai calculé, c'est un swap de change. Donc le swap de change, c'est un produit dérivé qui est un peu particulier puisqu'il va nous permettre de nous couvrir contre deux risques à la fois avec un seul produit, le taux et le risque de devise. Donc c'est un produit qui est assez intéressant, mais il a aussi comme particularité d'avoir un échange de nominal à la signature du dérivé et aussi et surtout à la maturité du dérivé. Dans le cadre de mon exemple, c'est un produit dérivé qui est assez long, avec un nominal assez important de 100 millions, et qui a un prix au moment où j'ai fait mes calculs, qui était à fin décembre 2020, d'à peu près 36 millions d'euros. Donc c'est un swap de taux, de change, hein, donc un cross-currency swap, avec un prix très positif, et donc un risque de contrepartie aussi très important pour son détenteur. Les résultats que j'ai obtenus sur les 4 méthodes sont donc logiquement plus importants que ceux précédemment. On a toujours cette hiérarchie qui est respectée au sein de la réglementation BAL 3 avec l'approche standard qui est la plus conservatrice avec 16 millions de value at risk, la méthode optionnelle avec 9 millions 7, puis la méthode de Monte Carlo avec 7 millions 3. Une possibilité de réduire le montant de fonds propres assez significative, en dehors de 40 à 50% toujours, et une méthode sous solvabilité 2 pour le SR contrepartie qui vient toujours minorer en fait notre value at risk sur la CV1. C'est principalement dû au fait, principalement dû aux probabilités de défaut qui sont fournies dans l'annexe du règlement délégué, qui sont en fait bien inférieures à celles qu'on aurait côté BAL3. À titre d'exemple, j'ai recalculé d'ailleurs le SCR contrepartie si on prenait dans la formule fermée fournie dans le règlement délégué, non pas les probabilités de défaut solvabilité 2, mais les probabilités de défaut BAL3, et on obtiendrait du coup une value at risk, ou on va dire un montant de RCR contrepartie de l'ordre de 11 millions 3. Donc cette fois-ci nettement plus élevé que les méthodes avancées côté BAL3. Donc on voit vraiment l'impact et les différences aussi, hein, de réglementation sur ce produit-là, qui est quand même, même s'il a un mark-to-market positif, donc on va dire une plus-value latente importante, le revers de la médaille, c'est qu'il a un risque de contrepartie aussi très important. On peut décomposer les effets change et taux dans nos expositions. C'est ce que j'ai fait sur les méthodes optionnelles et la méthode de Monte Carlo. On voit, enfin, on retrouve plus exactement un profil sur la partie taux sensiblement identique à ce que j'avais trouvé quand on n'en prenait qu'un swap de taux et qu'on faisait en sorte que le taux fixe soit très négatif, donc que le swap que le mark-to-market du swap soit très positif. Et donc on va se retrouver avec une exposition strictement décroissante et qui va tendre vers zéro toujours à terme sur la composante taux. Et en revanche, sur la composante change, on n'a pas une convergence vers zéro pour la simple et bonne raison que les swaps de change ont la particularité, comme je le disais, d'entraîner un échange de nominaux à terme, ce qui veut dire que le risque de contrepartie, il est concentré à la date de maturité, et donc il va ne faire que croître en fait au fur et à mesure du temps. Et alors, ce qu'on peut même aussi ajouter, c'est que ce profil strictement croissant, on va le retrouver, alors je ne vais pas présenter ici, mais on va le retrouver sur les forwards de change ou de taux, mais surtout les contrats forward finalement, où l'échange se fait à maturité. Et à partir du moment où l'échange de flux se fait à une date donnée, le risque il est concentré à cette date-là. Donc si sa maturité, le risque va ne faire que croître avec le temps. Quand on somme les deux profils, on arrive à le profil sur le graphique en bas à droite, qui est un peu en forme de cuvette, hein, j'allais dire, hein. Donc au début, on va avoir une composante taux qui va venir s'additionner à la composante change, donc pour à peu près 40 millions, puis ça va décroître, et quand la composante taux a peu ou quasiment plus d'impact, c'est la composante change qui va reprendre le dessus, et avec une partie ici qui est croissante. Et cette fois-ci, par contre,
les effets qu'on avait vus auparavant de diffusion d'amortissement sur la partie taux sont plus du tout visibles puisqu'on a un swap qui a un prix de marché très positif. Côté Monte Carlo, on peut faire la même chose, on peut décomposer les deux effets, on obtient sensiblement les mêmes résultats avec une décroissance sur le taux et une croissance un peu plus lisse, un peu plus propre sur la partie change. Quand on somme les deux, on a une expected exposure qui est du même ordre de grandeur, un peu plus faible, mais sensiblement quand même identique, avec du coup le profil de l'EPE et la résultante, un expected exposure qui est la somme de l'EPE et de l'ENE, qui sont quasiment confondus, puisque ici le dérivé se retrouvait tellement positif, enfin avec un prix de marché tellement positif, que le NE est quasiment confondu avec 0. J'ai tracé aussi à titre indicatif la distribution de la CVA que j'obtenais ici pour voir à peu près, j'allais dire, à quoi ça ressemblait. Enfin, dans la dernière partie de mon mémoire, j'ai illustré la possibilité de piloter le SR en transvasant du SR marché qui est assez coûteux vers du SR contrepartie, modulo la souscription à un produit dérivé. Alors concrètement, ça s'est illustré en prenant deux portefeuilles. Un premier portefeuille où à l'actif, j'avais une obligation à taux fixe d'une duration de 15 ans, et un passif où je simulais l'écoulement, par exemple, de fonds propres, qui vont peut-être s'écouler à un an, donc très court. J'ai pris volontairement ce différentiel-là pour faire apparaître un SR taux assez important, avoir une différence actif-passif assez nette. Euh, et ensuite, j'ai pris un second portefeuille où à l'actif, on va avoir exactement le même actif, hein, que la même obligation, mais on va ajouter un swap de taux de sens contraire pour se couvrir contre le risque de taux, et un passif qui est identique. Ce qui fait que dans le premier cas, on aura un SCR spread et un SCR taux, et dans le second cas, on aura un SCR spread et un SCR contrepartie. Donc on aura pas exactement la même chose, enfin, pas exactement le même portefeuille, et puis en fait, voilà, qu'on n'aura pas le même SCR. Sur le premier portefeuille, on voit un SCR contrepartie, enfin on peut calculer la partie SCR spread sur l'obligation à partir de sa note et de sa typologie et de sa zone géographique. Donc ici, c'est une obligation privée, la zone euro, notée A. Le facteur fourni dans le règlement délégué est 13%, c'est 13% de son prix de marché. Et le SR taux, qu'on peut calculer en faisant un choc à la hausse ou à la baisse à partir de la courbe EIOPA, va nous donner un choc défavorable à la baisse et un SR taux de l'ordre de 0,42%. Si on applique la formule de corrélation solvabilité 2, ça nous permet de déduire donc, notre montant de SCR marché total, qui va être de 13,22% de l'actif. On va refaire la même chose sur le second portefeuille, donc le SCR spread est identique. Le SCR taux est, est nul puisque le produit dérivé est entièrement couvert. Et en revanche, on va voir apparaître un SCR contrepartie qu'on n'avait pas initialement dans le premier portefeuille, et qui va être obtenu en calculant la LGD au sens solvabilité 2, c'est-à-dire que la LGD au sens solvabilité 2, c'est un montant qui correspond, comme je le mets ici, à 90% du MTM plus de l'effet atténuateur, qu'il ne faut pas confondre avec la LGD côté BAL 3, qui est un pourcentage de perte. Voilà, c'est juste une petite différence. Sur mon dérivé, donc quand on calcule le prix du dérivé et puis son effet atténuateur, on arrive à un montant de 151 000 euros. Ça nous donne un SR contrepartie d'à peu près 7 000 euros. Et en appliquant euh, le, la matrice de corrélation solvabilité 2, on aboutit à un nouveau SR total qui est cette fois-ci de 13,08, donc qui est légèrement inférieur à notre premier SR. Et ça nous permet finalement de- d'avoir un petit gain, une petite réduction, ou du moins de piloter un peu plus finement, parce que quand même le gain est assez marginal, le SCR, puisqu'il va baisser d'à peu près 14 points de base. En conclusion de mon mémoire sur la value at risk
de la CVA. On va avoir donc différentes approches. Les approches standards, côté BAL 3 ou Solvabilité 2, qui sont plutôt très simples à mettre en place, puisque ça va être des formules fermées et qui vont s'appliquer à tous les produits, aussi bien les produits vanille que les produits exotiques. Donc ça, c'est quand même aussi un très bel avantage, hein. L'inconvénient, c'est que c'est pas optimisé en termes de SCR ou en termes de fonds propres. Et si on veut un peu optimiser, on peut avoir recours à deux possibilités. On peut raffiner le calcul sur la probabilité de défaut, d'une part, et aussi sur l'exposition future. Pour ça, on peut utiliser soit la méthode des options, soit la méthode de Monte-Carlo, avec chacun leurs avantages et inconvénients, comme on l'a déjà expliqué, hein. Les options, ça va s'appliquer contrat par contrat, ça va être plus fin, mais on n'aura pas de netting, et puis c'est sur des dérivés plutôt uniquement vanille, avec assez peu de flexibilité. Monte Carlo, à l'inverse, ça va s'appliquer partout, hein, comme pour la méthode standard, mais on aura des temps de calcul beaucoup plus longs, plus de paramètres à calibrer, et donc c'est aussi c'est aussi comment dire, un inconvénient quand même non négligeable. Euh, La mise en place d'une méthode de calcul plus fine va dépendre du portefeuille de dérivés qu'aura l'assureur ou le banquier. S'il a un portefeuille de dérivés extrêmement petit, extrêmement réduit, il aura assez peu d'intérêt à partir sur des méthodes, ne serait-ce que sur les méthodes avancées. Et s'il part sur une méthode avancée, ce serait uniquement sur la méthode optionnelle, puisqu'on ne va pas forcément mettre en place tout un Monte Carlo pour quelques produits dérivés. Le véritable intérêt de passer par une méthode de Monte Carlo, c'est pour optimiser un portefeuille assez important de produits dérivés, et dans lequel on aurait souvent des produits dérivés avec des mêmes contreparties, pour pouvoir avoir ce phénomène de netting qu'on n'aurait pas, qu'on n'a pas de toute façon, avec les autres méthodes, puisque le régulateur sur les méthodes standards, il va partir du principe qu'on ne peut pas avoir de netting, ou plus exactement que la CVA ne peut pas être négative, alors que financièrement, elle peut l'être. Et la méthode optionnelle aussi ne permettra pas de faire ça. Donc généralement, ça va vraiment dépendre de la composition du portefeuille. Et typiquement, si un banquier ou un assureur a un portefeuille de dérivés avec une majorité de produits vanille et quelques produits complexes, une bonne stratégie, ça va être de, euh, de calculer, enfin d'avoir des méthodes avancées sur la partie dérivée vanille, puisque ça nous permet d'optimiser quand même notre montant en fonds propres. Et en revanche, sur les parties exotiques, pour éviter tout risque opérationnel ou toute erreur de calcul, euh, ou tout surdéveloppement finalement un peu inutile, ce serait d'utiliser une méthode standard qui serait certes pénalisante sur ces produits dérivés exotiques, mais qui simplifierait la vie d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue calcul. Euh, voilà, j'ai fini donc ma présentation. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Mais dans tous les cas, donc merci d'avoir pu assister à cette présentation. Je regarde juste les questions que j'ai. Alors, j'avais une question. Hop, alors je vais juste arrêter le partage. Tac, voilà. Et j'avais une question donc qui était donc, pouvez-vous expliquer les mécanismes des collatéraux à belle de marge sur les dérivés? Alors, j'imagine que c'est dans le calcul dans le calcul de la CVA. Si on a des appels de marge ou des collatéraux, on va venir réduire notre mark-to-market au moment où on calcule notre prix de notre dérivé, et ça va venir mécaniquement réduire notre CVA. Donc tous les dérivés qui sont finalement les nouveaux dérivés hein, maintenant, qui sont collatéralisés, vont avoir un risque de contrepartie qui va être nettement plus faible, puisque leur exposition, ça va plus être le mark-to-market, mais ça va être le mark-to-market moins les collatéraux ou moins les appels de marge. Donc entre guillemets, c'est un mécanisme pour réduire
son risque de contrepartie. Un autre mécanisme d'ailleurs, c'est de se hedger en prenant un CDS, mais enfin un CDS pour se couvrir contre le risque de défaut de cette contrepartie, auquel cas on est couvert, mais puisque c'est un dérivé, ça fait naître un nouveau aussi, un nouveau risque de contrepartie. Et alors pourquoi les probabilités de défaut en S2 sont-elles tellement plus faibles, enfin beaucoup plus faibles que celles côté BAL3? Est-ce que ça donne lieu à un arbitrage réglementaire? La réponse est oui, ça donne lieu à un arbitrage réglementaire. Et pourquoi elles sont plus faibles? Ça, je j'ai pas d'explication. C'est assez étonnant qu'elles soient aussi faibles côté BAL3, côté solvabilité 2, excusez-moi. Tac. Et j'ai une dernière question. Avez-vous une vision des situations où il est avantageux de manière non marginale de basculer du SR marché vers du SR contrepartie? C'est un type de dérivé ou type de profil. Euh, ça va vraiment dépendre du portefeuille qu'on a, enfin aussi bien actif qu'au passif. Mais là, on voit que c'est avantageux, c'est quand on a un écart de duration très important, puisque on aura du coup un SR taux assez important et on pourra, avec un swap, se couvrir contre enfin, neutraliser le SR taux et basculer ce SR taux, qui est assez coûteux, en un SR contrepartie qui lui va être beaucoup moins coûteux. Donc c'est d'ailleurs le cas que j'ai illustré dans mon mémoire. C'est vraiment c'est des cas un peu extrêmes finalement. C'est des cas qui sont pas forcément non plus trop réalistes parce qu'on peut supposer qu'un assureur, quand il va gérer son actif et son passif, il va essayer d'avoir une duration sensiblement identique à l'actif au passif pour limiter son risque de taux justement. Mais si c'est pas le cas et s'il y a vraiment une asymétrie, on va avoir l'opportunité de souscrire à un dérivé pour transférer notre SCR marché vers un SCR, un SR taux. Ce sera possible, sauf, enfin, ce sera possible. Mais après, c'est marginal, hein, le gain est assez marginal. Euh, pardon, euh, Alors, il y a des questions auxquelles j'ai pas les réponses, malheureusement. Je ne peux pas je pourrais pas vous répondre. Alors, j'avais une question qui était que est-ce que la faiblesse du SR contrepartie côté solvabilité 2 est due au fait que l'on choque uniquement qu'on fasse uniquement un choc à horizon 1 an? Euh, je je sais pas. Honnêtement, c'est possible. Je sais que côté BAL 3, la value at risque, elle est calculée à horizon 10 ans, 10 jours, excusez-moi. Donc un peu plus courte. Ou peut-être que on a peut-être, enfin peut-être que le comité de BAL a observé des chocs de probabilité de défaut plus importants sur des durées courtes, et donc ils ont pris des valeurs max qui sont nécessairement plus importantes que celles côté S2 sur 1 an. Mais honnêtement, j'ai pas d'explication sur cette différence d'ordre de grandeur qui est quand même, enfin, qui est quand même assez significative. Et voilà. Je crois que j'ai pas d'autres questions. J'ai pas d'autres questions. Voilà. Donc si vous, donc bah, en tout cas, merci pour vos questions. Merci pour aussi avoir assisté à cette présentation. Et puis bonne journée.